Bonjour à toutes et tous. Donc nous nous retrouvons pour la dernière des tables rondes sur les solutions et les perspectives pour un tourisme durable. Du coup, moi je m'appelle Gaëlle, je fais partie du collectif Résistance Climatique. Et du coup, avec nous pour la table ronde, nous avons Saskia, qui est anthropologue et professeur, Nicolas, responsable partenaire de Tic Tac Trip, Stéphane, président et cofondateur de We Love Greener, et... pardon ? Wigo. Pardon. Et Margot, alors, qui a voyagé beaucoup sans avion et qui est notamment à l'origine du groupe Facebook Voyage Alternatif. Donc aujourd'hui, donc pour cette dernière partie de solution, on va d'abord essayer de définir le terme de tourisme durable pour comprendre un peu ce qu'on va voir derrière ça. Donc Saskia, je te laisse la parole. Ok, bonjour à toutes et tous, je suis enchantée d'être avec vous. Donc on m'a demandé Gaëlle m'a demandé c'est quoi la définition du tourisme durable. Donc je vais vous donner la définition officielle parce que je pense que c'est un peu au fondement du problème en fait, plus que l'idée qu'on s'en fait les uns les autres. Donc là c'est la définition de l'Organisation mondiale du tourisme et donc on va y revenir puisque c'est un enjeu évidemment international. Le tourisme durable est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc évidemment, quand on a cette définition, on se demande ce que ça veut dire tenir pleinement compte, à quoi ça engage, quel tourisme non durable ne tient pas compte de ces enjeux économiques, et puis surtout, est-ce qu'il existe des formes et des industries du tourisme qui tiennent compte au sens, par exemple, de mesurer les effets de leur voyage et de leur consommation. Évidemment, c'est pas du tout le cas, mais on va y revenir. Donc, l'idée de ce tourisme durable, en fait, on pourrait le relier à la définition que vous connaissez tous du développement durable, qui finalement, ce qui est intéressant avec la définition, c'est l'idée de prendre en compte les générations futures. C'est-à-dire ne pas simplement se soucier du présent et du passé, mais de ceux qui ne sont les non encore nés, comme dirait Bruno Latour, c'est-à-dire se projeter dans le futur et prendre en compte, non pas les mânes des ancêtres comme on le faisait dans les sociétés traditionnelles, mais les gens à venir. Or, c'est justement ce que ne fait pas, d'une certaine manière, cette définition, parce qu'elle parle d'impact économique sociaux futurs, mais pas des personnes, en fait. Et donc là, il y a un énorme problème. Et également parce que ce tourisme durable, est fait, finalement, c'est constitué comme un fourre-tout où chacun peut y mettre ce qu'il veut. Donc évidemment, on a cette idée, donc tourisme alternatif, tourisme soutenable, solidaire, etc. Mais en fait, ça peut être utilisé par toutes sortes de publicité ou de politique qui vont mettre en avant ce tourisme durable comme la durabilité du tourisme et la durabilité de l'économie touristique. Donc évidemment, ça pose toutes sortes de questions qui sont liées aussi à la manière dont l'Organisation mondiale du tourisme, qui est liée aux Nations Unies, mais qui est en fait une organisation qui est issue de l'industrie aérienne et de l'industrie de l'hôtellerie, qui produit des indicateurs qui nous nourrissent en fait, qui nous empêchent de penser par-delà ces indicateurs, c'est eux qui finalement vont définir ce que c'est la durabilité, et c'est très problématique. Merci pour cette définition. Et du coup, ton travail, toi, sur le tourisme durable, c'est quoi au juste ? Alors moi, il y a deux choses. Il y a comprendre pourquoi et comment cette notion s'est construite. On va dire c'est de l'anthropologie, de la sociologie politique des institutions internationales, ses liens avec la Banque mondiale dans les années 60, enfin, comment ça se construit, les enjeux et les effets que ça a sur les politiques publiques à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale. Pourquoi est-ce que la France raisonne encore en termes de balance des paiements selon les logiques et les doctrines de la Banque mondiale des années 60. Donc on va dire c'est une partie anthropologie politique. Et puis une autre partie qui est de renverser complètement les choses et de voir du point de vue des territoires comment est-ce que c'est perçu, vécu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire recevoir des étrangers, puisque je travaille donc depuis très longtemps sur la question de tourisme en Europe et en particulier en France, mais aussi au Bénin et au Sénégal. Donc évidemment on a d'autres représentations de c'est quoi, qu'est-ce que fait le tourisme, et notamment ça peut être très différent au Bénin ou au Sénégal où je vis par ailleurs. Merci beaucoup.
Par rapport à ça, du coup, on a deux éléments de solution d'un tourisme durable, en tout cas qui essaye d'approcher de manière différente plutôt que forcément utiliser l'avion. Et du coup, Nicolas ou Vincent, du coup, vous allez pouvoir un peu présenter les deux projets, donc Tic Tac Trip et We Go Greener. Cette fois, je ne me trompe pas. Je vous laisse présenter les projets. Ok, ça marche. Du coup, pour me présenter aussi, je m'appelle Nicolas Messager, je travaille chez Tic Tac Trip. Tic Tac Trip, c'est une plateforme de réservation de tout ce qui est trajet en transport terrestre, donc que ce soit du train, du bus, du covoiturage. On va comparer les différentes offres qui existent sur un seul et même trajet, et aussi les permettre de les combiner, parce qu'un des freins aussi à prendre le train pour aller en voyage parfois, c'est de ne pas pouvoir combiner le train avec la navette qui va faire le dernier kilomètre. Par exemple, pour les stations de ski, on bosse beaucoup sur les stations de ski, on va justement combiner le train avec le bus. Et on accompagne, on a plus de 200 partenaires maintenant, qu'on accompagne aussi sur le volet transport, parce que forcément, quand on parle d'un voyage aussi, il y a les 3 silos, hébergement, transport, activité. Donc on les accompagne sur la promotion des modes de transport durable auprès de leurs visiteurs, leur faire justement comprendre que ils peuvent avoir un impact sur comment leurs visiteurs viennent sur leur destination ou viennent à leur hébergement, par exemple. Et du coup, on leur propose nos solutions pour justement les accompagner, communiquer sur cela auprès de leurs clients, parfois mettre en place aussi des politiques incitatives. Par exemple, si vous allez cet hiver à La Rosière et que vous réservez sur Tic Tac Trip votre trajet, vous allez avoir 15% de réduction sur le forfait. Ce genre de choses, des actions concrètes qu'on peut mettre en place aussi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus avec nos partenaires, là où on sent que moi, ça fait 3 ans que je suis chez Tic Tac Trip. Il y a 3 ans, quand je parlais de tourisme durable ou de proposer des modes de transport plus doux pour venir à une destination, ça faisait pas très écho. Et, ça a été créé quand, Tic Tac Trip ? Tic Tac Trip, ça a presque 5 ans, 4 ans et demi. Là. Donc, et là, aujourd'hui, ça devient vraiment une priorité, que ce soit par les organes de promotion touristique, des offices du tourisme ou comités départementaux ou régionaux de tourisme, et même les pros du secteur, les gros du secteur, commencent à réfléchir un petit peu plus à l'impact que peuvent avoir leurs voyageurs sur l'environnement. Donc je pense que les choses évoluent dans le bon sens de ce côté-là. Bon, ça prend forcément du temps, mais ça évolue dans le bon sens. Merci. Vincent ? Alors, Stéphane, pardon. Oui, moi, je suis habitué, t'inquiète pas. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis cofondateur avec ma femme de We Go Greener, qui est une plateforme de réservation, d'hébergement et d'activités éco-responsables. Donc, si vous avez entendu Nicolas, il y a 3 piliers. La mobilité et ensuite les 2 autres piliers qu'on va traiter. Dans les études, alors il y a plein d'études qui montrent des choses différentes, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le tourisme est responsable de 10% de notre impact carbone, enfin CO2 dans le monde. Et en fait, dans ces 10%, il y a 90% c'est la mobilité et 10% sur le reste, sur l'hébergement, l'impact de l'hébergement et les activités. Et nous, c'est cette partie-là qu'on a essayé qu'on essaye au quotidien de solutionner, de faciliter plutôt. Donc notre plateforme, c'est un moyen pour permettre à des voyageurs de trouver facilement des hébergements qui sont dans une démarche éco-responsable ou des activités à faire sur place, parce que c'est évidemment important. On a un partenariat qui va être prochainement, mais justement qui permettra aussi de réserver son trajet, donc la mobilité, donc de faire l'ensemble du parcours. Et on a un pilier qui est pas du tout connu du grand public. Je parle comme si on avait 25 ans. On s'est lancé le jour du premier confinement, donc on n'est pas très vieux. Et on a un deuxième pilier où on va accompagner les établissements touristiques dans leur transition écologique. Parce que clairement, il y a 3-4 ans, oui, c'était pas vraiment un sujet. L'année dernière a fait que ça a provoqué beaucoup de choses, positives et négatives évidemment, mais il y a une vraie prise de conscience. Alors certains, c'est clairement par opportunisme financier, économique, c'est très clair. D'autres, pas du tout. C'est juste qu'ils avaient envie d'y aller, mais je parle d'hôteliers, je parle d'établissements touristiques. Ils avaient envie d'y aller, ça avait du sens pour eux, mais concrètement, ils savaient pas. Enfin, c'était pas prioritaire non plus, et ils savaient pas par quel bout le prendre, quoi. Et on travaille aussi avec des territoires, régions, départements, offices de tourisme. Alors là, clairement, il y a une très grande disparité entre les engagements et la prise de conscience, etc. On en parlera peut-être, mais bon, c'est pas trop le sujet. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que c'était tout en haut de leur liste depuis 3 ans
vraiment de basculer vers un tourisme plus responsable, plus durable, avec chacun une définition différente en fonction des territoires. Et clairement, avec ce qui s'est passé l'année dernière, c'est devenu une méga priorité. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, c'est dans l'air du temps. Nous, on a monté ça avec ma femme parce qu'on voulait avoir un impact et être facilitant sur un endroit qui nous paraît important, c'est le tourisme, et donc peut-être créer un déclic pour des voyageurs qui voudraient tester des choses. Pas forcément une solution pour ceux pour qui c'est une évidence, une solution aussi pour ceux pour qui, pourquoi pas essayer. Et puis de se dire en fait que quand on voyage de manière plus responsable, en fait, on peut peut-être ramener des choses, le reporter ensuite dans notre quotidien, etc. En clair, on cherchait un biais pour la faire concrète, on cherchait un biais pour faire que nos copains se disent si je réduisais mon impact au quotidien, et en fait on s'est dit par le voyage ça peut être un ancrage. Et puis parce qu'on a vécu nous-mêmes le truc et qu'on a mis 8 heures à trouver un hébergement éco-responsable quand il faut 8 minutes sur Airbnb, Booking et compagnie, donc forcément tant qu'on en est là, en fait ça peut pas aussi se démocratiser. Voilà. Merci. Du coup, Margot, j'imagine que toi aussi, sur ces questions de trouver des alternatives, comment voyager partout dans le monde sans forcément prendre l'avion, ça peut être problématique. Et du coup, il y a ce groupe Facebook et ton expérience. Oui, tout à fait. Du coup, nous, on a fondé le groupe, ça doit faire 3-4 ans maintenant qu'il existe. On a un peu plus de 6500 membres à l'heure actuelle. On a vu une augmentation justement des membres au premier confinement. Donc les gens se sont vraiment intéressés à ces questions-là. Et puis finalement, en ce moment, on voit un petit déclin. On a l'impression que ça y est, maintenant que tout le monde est déconfiné, ça y est, chacun est reparti dans sa petite vie et qu'il y a moins d'intérêt pour ces voyages alternatifs. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a un réel besoin, en tout cas, pour ces questions-là, parce que en fait, c'est hyper facile de trouver un billet d'avion. On tape sur Google, hop, on tombe sur Scanner, et puis voilà, on trouve le trajet facilement. Mais alors, dès qu'il faut faire autrement, c'est tout de suite la croix et la bannière. On ne sait pas sur quel site chercher. On perd du temps. Ça rejoint un peu ce que disait Stéphane, quoi. 8 minutes pour trouver un hébergement éco-responsable ou des choses comme ça. Donc, il y a un réel besoin, en tout cas. Donc on est là-dessus, on travaille là-dessus. En tout cas, sur ce forum, on essaye de mettre en avant les témoignages de voyageurs qui ont voyagé différemment pour mettre en lumière comment, justement... quel mode de transport on pourrait utiliser, les autres sortes d'hébergements, enfin voilà. Ouais. Et montrer que c'est possible, du coup. C'est pas impossible de voyager sans avion. Voilà, c'est tout à fait possible, mais ça demande beaucoup de volonté, je pense, beaucoup de courage, effectivement, pour si on veut aller à l'étranger, mais finalement, on peut quand même voyager en France et avoir ces facilités d'accès avec le train, avec les bus, avec le vélo, à la marche à pied, etc. Tout à fait. Et en plus, ça se développe de plus en plus. Donc, en Europe, en tout cas, il y a les véloroutes, donc, les eurovélos, donc, les pistes cyclables qui se développent. Donc ça, c'est vachement sympa pour le cyclotourisme. Il y a aussi le retour des trains de nuit. Donc, on est vraiment là dans une dynamique de transport alternatif. Donc, c'est super cool. Et effectivement, en France, il y a moyen de voyager sans avion, en tout cas, très différemment. Ouais. Là, tu as évoqué la pandémie, et pareil pour toi, Stéphane. Est-ce que, par exemple, Saskia, les recherches aujourd'hui, j'imagine que c'est un peu trop tôt pour pouvoir dire qu'il y a eu vraiment une répercussion aujourd'hui sur la notion du tourisme ou de voyage par rapport aux gens, mais est-ce que tu ressens quelque chose qui a changé ? Alors, ressent, je ne sais pas. Mon métier, c'est pas de ressentir, mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit le tourisme, c'est les 10% des pollutions, d'accord. Et en fait, là, il y a le nœud du problème. En fait, c'est l'aérien. Or, le problème, c'est que l'industrie aérienne, l'Organisation mondiale du tourisme, etc., construisent depuis les années 50 l'idée que aérien égale tourisme. Et du coup, en fait, ils vous associent à l'idée que, en fait, vous représentez en tant que touriste, vous participez à la pollution, etc. Mais
comment dire, 80% des Français partent en vacances en France. Le tourisme n'est qu'une toute petite partie des vacances, et les vacances sont une toute petite partie du temps libre, mais simplement en associant de façon permanente le transport aérien avec le départ en vacances, finalement, on nous rend solidaires de cette industrie du voyage. Quand l'Organisation mondiale du tourisme dit qu'il y a 1,5 milliard d'arrivées internationales, ils ne disent pas ça dans le communiqué de presse, ils disent qu'il y a 1,5 milliard de touristes. Non, il y a 1,5 milliard d'arrivées internationales, ce qui représente, on estime à peu près à 200 millions de personnes qui ont voyagé pour leurs loisirs en 2019. 200 millions, pas 1,5 milliard. Ça veut dire ça, quoi ? Ça veut dire qu'il faut décrocher les imaginaires qui sont, et l'imagerie et les indicateurs qui sont produits pour nous associer en fait à la question de l'idée que le tourisme c'est prendre l'avion, et revenir à la question du tourisme, des vacances, etc., qui évidemment pose des enjeux écologiques, mais qu'il faut absolument être dissocié. Et là, il y a une différence dans les politiques publiques internationales ou nationales d'un côté, et locales, puisque en fait concrètement, ce que racontent les territoires locaux, sauf les grandes villes, par rapport à la pandémie, c'est que c'est des discussions qu'on a depuis des années, mais ce dont ils se sont rendus compte à l'été 2020 et encore plus maintenant, enfin, ils le savaient, mais disons que c'est devenu un sujet politique, c'est que la plupart de leurs touristes sont des vacanciers qui viennent en train, en voiture, etc., mais que simplement il y a un discours politique qui a à voir avec qui a plutôt un rapport de désir d'être reconnu par le lointain, qui fait qu'on va mettre en avant aussi, pour installer des aéroports pour plein de raisons, le touriste qui vient de loin parce qu'il a un panier moyen de 150 € par jour, alors que ce qui fait vivre les territoires, c'est celui qui a peut-être 50 € de panier moyen par jour, mais qui va se répartir sur le territoire, qui vient tous les ans, en famille, etc., qui va peut-être pas forcément aller dans de l'hébergement marchand, qui va pas prendre l'avion, et donc qui va être invisible dans les statistiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'Organisation mondiale du tourisme qui nous dit il y a eu 80% de baisse du tourisme dans le monde. Non, il y a eu 80% de baisse des arrivées internationales. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc en fait, l'enjeu, c'est vraiment de décrocher ça. Et ça, c'est un combat dans les imaginaires qui est très important parce que les Français ont continué. Il y a une résistance des vacances incroyable à l'été 2020. Il y a à peu près 50% des Français qui sont partis en vacances l'été 2020, mais d'habitude, c'est 55%. Ou 60%. Ce n'est pas un décrochage énorme. Et 94% des Français sont partis en vacances en France. Donc en fait, tout le discours, il vise à nous faire croire que sans avion, on ne peut pas partir en vacances. En fait, c'est une petite minorité des gens qui prennent l'avion. Et on peut faire peut-être un sondage là dans la salle. Est-ce que cette année, vous avez pu partir sans prendre l'avion ? C'est merveilleux. C'est peut-être un peu biaisé ici. On est pas mal quand même, bravo. Du coup, Nicolas et Stéphane, quels sont, par exemple, du coup, par rapport aux gens, est-ce que vous savez à peu près quel type, profil de personnes vont sur les plateformes ? Oui, pour le voyage, nous, on a une clientèle assez jeune qui, justement, cherche des solutions pas chères, locales. Et on le voit aussi, mais là, c'est le côté partenaire plutôt en B2B. Les partenaires, j'avais une stat aussi qui est assez intéressante, c'était la région Occitanie, donc le comité régional de tourisme de la région Occitanie qui a fait une étude et ils se sont rendus compte que 95% des gens qui venaient visiter la région venaient en voiture. Il y a aussi quelque chose, on peut parler de l'avion, mais on peut parler aussi de la voiture en France quand on va en vacances. Par exemple, je prenais l'exemple du ski tout à l'heure, mais on n'aura pas besoin de la voiture de la semaine. La voiture, elle va quasiment pas bouger. Comme on va aller au ski, on va aller skier tous les jours. Et venir en train aussi, il faut qu'on comprenne nous aussi en tant qu'utilisateurs que prendre le train parfois plutôt que la voiture va aussi permettre de réduire ces émissions de carbone là. On va prendre les questions à la fin, ce sera plus simple, je pense. Est-ce que tu peux reposer la question ? Quel est le profil des personnes qui vont sur la plateforme ? Est-ce qu'il y a est-ce que tu ressens est-ce que vous voyez quelque chose ? Alors, on a une petite expérience, encore une fois. Donc, on s'est lancé le 17 mars 2020. Alors, on a annulé notre lancement, on l'a décalé au 11 mai 2020, jour dit déconfinement, pour ceux qui n'auraient pas la date en tête. Donc, on n'a pas une énorme... on a 15 mois à peu près de... Mais ce qui est intéressant, c'est que en étant un tout petit site pas très connu, on a eu 100 000 personnes qui sont venues sur ce site en 15 mois. Donc
c'est pas neutre, je pense. 100 000 Français, hein, on n'est qu'en France. On a eu pas mal de médias et tout, mais bon, on a eu 100 000 personnes, 100 000 visiteurs uniques. Sur les réseaux sociaux, la moyenne d'âge est très jeune. Quand je dis très jeune, moi j'ai 38 ans, ça me paraît très jeune, mais elle est à 25 ans à peu près. Mais parce qu'on est surtout sur un réseau social qui s'appelle Instagram. On n'aime pas, mais en tout cas, voilà, qui permet de toucher cette cible-là et qui est assez intéressée par le contenu, qui a envie, on voit qu'il se passe quelque chose, quoi. Par contre, quand on va sur notre site, les personnes qui réservent, pour le coup, sont beaucoup plus âgées. Et alors, ça s'explique peut-être aussi par notre offre qui est aujourd'hui beaucoup plus sur des gîtes et des chambres d'eau, enfin, surtout des gîtes l'année dernière. Et donc, peut-être que les 25 ans, c'est pas ce qu'ils aspirent, enfin, c'est peut-être un peu trop cher, j'en sais rien. Enfin. Donc, on est plutôt sur des 30-quarantenaires, en famille. Et ça, je pense que c'est aussi la prise de conscience de l'année dernière, c'est vraiment ça, à mon sens. C'est, on pressentait que, il y avait des jeunes générations dans la rue qui... avant l'année dernière, qui voulaient faire changer les choses, qui avaient une prise de conscience et qui voulaient que l'impact soit modifié, qu'on ne regarde plus les mêmes indicateurs de performance économique, etc. Et bien maintenant, il y a peut-être aussi des familles, des personnes qui sont dans la vie active depuis 15 ans, peut-être plus, qui ont peut-être des jobs, on va dire, normaux, standards, classiques, mais en même temps qui se disent il faut que je change. Et parce qu'ils ont des enfants, ils se disent je dois d'autant plus changer, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, le fait d'avoir des enfants, peut-être, et que l'année dernière est arrivée, a eu un double déclic. Donc, on n'a pas encore le recul vraiment pour vraiment savoir est-ce que les jeunes nous suivent parce qu'on est sur les réseaux sociaux et que on sait bien tout ce qu'il y a autour d'une jeunesse très volontaire, mais qui aussi peut se bouffer un McDo et en même temps faire la grève pour le climat. Et donc, suivre les réseaux, c'est quand même assez facile, il suffit de liker. On aime des photos. Et des gens, pour le coup, qui vont à l'étape d'après, donc pour le moment un peu plus âgés. Et du coup, sur ce côté cohérence, parce qu'on parle vraiment de cohérence un peu écologique, est-ce que, Margot, toi, par exemple, sur le groupe Facebook, donc, qui montre notamment beaucoup de gens qui sont partis, des expériences diverses sans avion, voyage alternatif, est-ce que tu te rends compte, toi aussi, de ces incohérences, ou est-ce que c'est plutôt des profils de personnes qui sont complètement cohérentes jusqu'au bout ? Alors, on a un peu de tout. Mais en fait... comment dire, la prise de conscience, elle n'est pas la même pour tout le monde et chacun fait son chemin petit à petit. Donc effectivement, on a des gens, par exemple, qui, même sur ce groupe, qui, par exemple, dans leur boulot, ils prennent l'avion et pour les vacances, ils essayent de limiter. Donc voilà, on a ce genre de personnes, par exemple. On a aussi des gens qui prennent des moyens alternatifs pour voyager parce que c'est pas l'écologie pour eux la raison principale pour voyager alternativement, c'est plutôt pour le côté aventure, c'est d'autres raisons en tout cas. Et du coup, voilà, on a des profils différents, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et du coup, oui, ça enrichit le groupe. Et sur le côté justement, sur les imaginaires globalement, Saskia, tu disais tout à l'heure que c'était vraiment sur le côté commercial, finalement, que les imaginaires étaient construits, les imaginaires du voyage. Et est-ce que, de fait, on commence à voir, je ne sais pas si vous voyez, mais dans les gares, notamment à Paris, notamment par exemple pour aller vers l'ouest, il y a beaucoup de pubs pour la Bretagne ou des choses comme ça. On en voit de plus en plus des pubs régionales. Est-ce que ça peut participer, contribuer à changer ces imaginaires-là, ou est-ce que ce serait trop faible comparé à ce qui existe par rapport, par exemple, par rapport aux avions notamment, aux longues distances? Il faudrait faire une enquête pour voir. Mais ça fait longtemps que les régions font... je pense qu'elles n'étaient pas regardées de la même manière, mais ça fait longtemps que les régions font des publicités, etc. Donc il y a des marronniers tous les ans. La question, c'est la manière dont la SNCF s'est associée. Mais ça, on le voit en fait pratiquement depuis la naissance du TGV dans les années 80, 85. Il commence à y avoir des publicités. Et donc l'enjeu, en fait, c'est aussi des enjeux de réinstallation, etc. Donc il y a quelque chose... Mais c'est des discussions... à mon avis, c'est plusieurs types de combats. Je pense que du point de vue des régions,
des collectivités locales en France, en Europe et au Sénégal, ces discussions que j'ai pu avoir aussi. Il y a vraiment une conscience maintenant, et c'est une discussion que j'avais eue il y a quelques années justement avec la présidente du CRT d'Occitanie, qui était politiquement, c'est très compliqué, puisqu'il y a, je crois, 12 aéroports en Occitanie, avec donc des enjeux, on va dire, économiques, et elle, donc, qui était élue, je crois, enfin qui était écolo, oscillant entre donc, ces indicateurs internationaux, qui sont ceux aussi pris à l'échelle nationale de la France, et ce que les gens qui ont commencé à faire des enquêtes sur qui venait vraiment, comment ils venaient, etc., réalisent. Et après, c'est des politiques publiques. Est-ce que... Enfin, me demander si le combat enfin, est-ce que ça va marcher, je ne sais pas. En fait, je pense que... Comment dire, à un moment donné, il faut aussi des régulations des politiques internationales. Vous savez, le trafic international fonctionne toujours sur des conventions de Chicago qui datent de 1950. Enfin, il y a des enjeux, il y a des pressions. La plupart de la vente par correspondance, en fait, ont intérêt à vendre de l'avion. Parce qu'évidemment, ça leur rapporte plus. Parce que quand vous achetez un billet de train, vous n'allez pas passer par je sais pas, Google, enfin par Google Voyage, vente privée voyage, etc. Donc, en fait, il y a des enjeux qui sont pas que ceux des transporteurs aériens pour continuer à faire, à conserver l'imaginaire de l'aérien. Mais c'est la même chose pour l'industrie hôtelière internationale. Hein. Le fait que dans les indicateurs n'apparaissent pas l'hébergement non marchand, alors il y a eu pendant longtemps même l'hébergement chez l'habitant n'apparaissait pas. Hein. Alors maintenant, pour des bonnes et des mauvaises raisons, il apparaît. Mais voilà, donc je pense qu'à un moment donné, on peut parler de... Peut-être ce serait bien de fermer la porte. On peut parler de responsabilité individuelle, hein, mais c'est d'abord aussi des politiques... Ah bon, bah non, je pensais que c'était simple, laissez tomber. C'est d'abord des responsabilités politiques, enfin des choix politiques. Quand le ministre français du Tourisme annonce qu'il a un objectif de 100 millions de touristes, en fait, c'est un objectif quantitatif qui ne se pose absolument pas la question de d'où viennent ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment on va se répartir sur le territoire. Et Libération titrait à l'été 2020 La France et le désert parisien. En fait, le vrai problème de la pandémie, ça a été pour les lieux qui étaient déjà surfréquentés. Donc ça fait des années qu'il y a ce discours qu'il faut en répartir sur les territoires. Ben, ça a eu lieu, en fait. Pendant l'été 2020. Donc, à un moment donné, on peut aussi prendre acte de ça et réfléchir à comment ça se passe. Après, il y a eu... Excusez-moi, c'est juste que j'ai pris froid hier à Genève. Vous inquiétez pas de panique. Je me suis pris une averse. Et là, j'ai une petite bronchite, mais ça n'est pas a priori le Covid. Enfin, j'espère. Donc ça c'est vraiment important de se souvenir que des combats, évidemment que ça vient aussi des choix qui sont faits par les voyageurs, la façon dont on éduque nos enfants, mais qu'à un moment donné, il y a des responsabilités politiques au niveau de à l'échelle européenne, par exemple, hein, la commission transport-tourisme. Donc là, c'est assez nouveau, puisqu'ils ont... j'ai des collègues et un doctorant qui a travaillé sur la question du train, justement, avec la commission transport-tourisme, alors que jusqu'à une date restante, en fait, en gros, c'était l'industrie qui décidait, ou les lobbies de l'industrie qui décidaient ce qui se décidait à Bruxelles. Il y a eu cette politique anti-train pendant quelques années en France, la suppression des trains de nuit, etc. Donc, mais là, on a quand même un truc en France, et c'est pas que en France, où, d'une certaine manière, les territoires, mais depuis le 19e, hein, depuis la naissance du tourisme, en fait, le tourisme est considéré comme... on va dire un peu méprisable à l'échelle nationale, hein, parce que c'est la culture, voilà, l'État, voilà, le tourisme est vu comme un truc un peu d'hôtelier de province et d'élu de province. Et en fait, dans les territoires, depuis très longtemps, c'est là où s'inventent des choses qui sont intéressantes, où les gens réfléchissent à des indicateurs. Il y a une nouvelle génération de gens qui travaillent dans les institutions des territoires, pas tous, hein, pas partout, mais vraiment, il y a eu un changement. Avec un autre problème qui est qu'aujourd'hui, des lieux qui n'étaient pas du tout préparés, en fait, ont eu des problèmes de surfréquentation à l'été 2020, notamment des espaces naturels, où ça pose d'autres questions, en fait. Tu souhaitais réagir, Stéphane ? Oui, non, mais enfin, c'était juste... par rapport au territoire, pour les côtoyer, effectivement, je pense que tant qu'on est dans une logique de chiffrer, quantifier 100 millions, un objectif, tu disais tout à l'heure, la définition du tourisme durable, c'est 3 piliers. Hein, alors on n'aime pas la définition et tout, mais c'est l'impact
environnemental, l'impact social plutôt, et l'impact économique. Aujourd'hui, ces territoires qui décident des directives sur le tourisme sur leur territoire vont être surtout ancrés sur un impact économique très très chiffré. Ils ne vont pas regarder l'ensemble de la big picture. Et ce qu'il faudrait qu'on arrive à modifier, c'est ça, c'est aussi de se dire quel est l'impact positif ou négatif d'ailleurs, mais sur les deux autres piliers, qui ne sont pas qu'un pilier. Enfin, derrière, il y a plein de choses à analyser. Mais il y a quand même une logique très héroïste, très retour sur investissement. Si je mets 1 euro, est-ce que ça va m'en rapporter 4 ? Est-ce que si je fais telle pub sur la Bretagne, par exemple, est-ce que je vais avoir 100 000 visiteurs de plus ? Enfin, on reste quand même dans une logique quand même très, très chiffrée. Et je pense que, nous, notre travail, tout petit travail, mais c'est aussi de leur suggérer de prendre d'autres indicateurs qui ne sont pas que des chiffres. Évidemment que c'est important, parce que ça permet aussi de savoir si on est sur la bonne voie et si on n'explose pas, si on ne se retrouve pas avec 1 million de visiteurs par jour dans un parc naturel. Mais je trouve que ça manque encore. Alors il y a quelques CRT qui le font. Moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai changement. Là, j'ai reçu un message, donc le responsable du tourisme du voyage à Nantes, par exemple, qui se pose la question de faire travailler nos étudiants sur le Resident Sentiment Index, c'est-à-dire des enquêtes quali sur justement sortir la notion d'impact. L'impact, c'est la cible, c'est-à-dire nous, territoire, on est une cible, et quel est l'impact ? Et en fait, il faut renverser la question, c'est comment on s'approprie cette question. Et donc comment, en tant que politique, élu, habitant, commerçant, etc., on s'approprie la question touristique, et donc pas en tant que la cible de l'impact touristique, positif ou négatif, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et il existe ces indicateurs, en fait. Le problème, c'est la manière dont ils peuvent être mis en œuvre, parce que si chacun a ses indicateurs, ça peut être compliqué. Mais vraiment, là, moi, j'ai vu un switch finalement, des choses qui étaient discutées depuis très longtemps, mais là où les élus, en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt au niveau politique. Il y a des élus aujourd'hui qui se disent « Ah ouais, en fait, quand même, c'est important de prendre autre chose en compte que l'impact économique en termes de panier moyen, quoi. » Et du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer, dans un futur assez proche, une nouvelle définition du tourisme durable, avec, plutôt que d'avoir un discours plutôt assez subjectif, quelque chose de très ancré sur l'impact, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on pourrait l'imaginer ? Enfin, c'est une question un peu ouverte à tout le monde, mais est-ce que vous vous imaginez ça, ou est-ce que vous vous dites non, on est vraiment encore trop loin et ça risque pas d'arriver maintenant ? Qu'est-ce que vous en pensez de par les gens que vous rencontrez par les plateformes ou par le travail ? En fait, il y a au moins des dizaines de définitions. Chaque ONG, chaque association, chaque entreprise de voyage donne sa définition. Et donc, en fait, c'est moi, je faisais un cours là-dessus, j'avais genre 27 définitions qui correspondent à autant de fédérations, d'organismes. Donc ça dépend si vous êtes plutôt association puriste ou association cherchant à englober le tourisme durable, mais avec des grandes infrastructures ou entreprises type Club Med. Voilà, en fait, je pense qu'encore une fois, il y a une responsabilité politique internationale, en fait, tant qu'on raisonne en termes d'impact et tant que la vraie question, c'est la durabilité de l'industrie touristique, on a un problème. Mais en tout cas, en tant que chercheur, la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire, regardez, là, il y a des choses qui ont été faites, c'est intéressant, est-ce qu'on n'est pas capable de changer de logique plutôt que celle qui est... Mais il faudrait changer, par exemple, la composition de l'Organisation mondiale du tourisme, le fait que le secrétariat d'État au tourisme dépend du ministère des Affaires étrangères en France. C'est-à-dire que c'est un problème de balance des paiements, pas un problème de rapport au temps libre, de vacances ou de répartition sur les territoires. C'est là où les choses peuvent changer, en fait. Parce qu'après, sinon, on peut chacun... Je pense qu'on est 5 ou 50 et on aura 50 définitions. Mais, enfin... Peut-être que je suis trop institutionnaliste, mais je pense que vraiment, là, il y a un moment où c'est la même chose que la table ronde d'avant. C'est-à-dire qu'il y a un levier politique qui a une marche qui est très haute, en fait. Merci. Vous avez un avis sur la question ? Ouais, justement, par rapport à tout ce qui est le levier politique, mais même je pense que rien que chaque acteur du tourisme, du secteur, peut œuvrer dans le bon sens, sans avoir forcément des incitations à le faire au niveau politique. Et justement d'inciter les clients, de les sensibiliser aussi à ces questions-là, parce que
Aujourd'hui, l'impact carbone d'un voyage, il est affiché nulle part. Quand on réserve un hébergement, un transport ou autre, sur la SNCF, ça commence à être un petit peu. Hein. Voilà. Et donc, en plus, nous, on peut afficher les datas de la SNCF comme on les distribue. Mais ouais, on le sent que le client aujourd'hui n'a pas aussi. C'est pas un levier de choix pour lui. Il va pas choisir son voyage par rapport toujours à l'impact carbone, même si on lui affiche la donnée. C'est pas ce qui va l'intéresser. Nous, on l'avait testé sur la plateforme. Du coup, on avait mis on pouvait choisir mon voyage qui a l'impact carbone le plus faible. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout utilisé par les clients aussi. Donc, que c'est une information qu'ils aiment bien voir. Mais ça ne va pas être décideur dans leur choix de voyage, d'horaire, de mode de transport. Et est-ce que, par exemple, si on imaginait quelque chose où on fait le trajet et à la fin, on dit, du coup, vous êtes à 1 tonne 2 et avec un luminant en rouge, par exemple, avec l'objectif des 2 tonnes du rapport du GIEC, en disant, juste là, en faisant 3 semaines de voyage à tel endroit, vous allez impacter à 1 tonne 2, par exemple, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un autre impact ? Clairement, nous, ce qu'on voit aussi, après c'est un avis personnel peut-être aussi, mais je pense qu'il ne faut pas être dans le punitif trop, et plus être dans l'incitatif et récompenser les personnes qui vont faire des choix de mobilité plus douce pour se rendre sur leur hébergement, ou d'hébergement aussi qui prennent en compte toutes des politiques éco-responsables, qui mettent en place des choses. Donc oui, je pense aller plus vers de la récompense, gamifier un petit peu ça. Nous, on aimerait bien le faire, que justement nos clients sur l'application, on n'a pas d'application encore, mais à l'avenir, un objectif sur l'application, c'est d'avoir une gamification. Avec tous mes trajets de cette année, j'ai réussi à économiser tant en termes d'impact carbone par rapport à si j'avais pris ma voiture pour les faire. Ce genre de choses, nous, on a envie de le mettre en place. Bon, à petite échelle, tout prend du temps aussi, mais on pense que c'est plus la politique à avoir, c'est de récompenser les clients qui font les bons choix. Ok, ça marche. Je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. On essaie déjà de dédramatiser l'image qu'on peut avoir autour de tourisme durable. Peut-être pas rentrer là-dedans, mais on a tous une image, peut-être pas ici dans cette salle, mais et je pense qu'effectivement il faut. Nous, on va le mettre en place dans la prochaine version de notre site d'ici 1 an, avec cet impact c'est ce qu'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire en choisissant tel établissement qui a on appelle ça un green score en fait, qui est un level d'impact qui va de 1 à 5, eh bien on va permettre de dire vous avez économisé tant par rapport à un établissement qui n'est pas dans une démarche éco-responsable, en moyenne, ça va être que des moyennes évidemment, mais comme on aura aussi le trajet, ça va permettre aussi d'aller là. Je pense que là où c'est difficile à percevoir, c'est quand on te dit t'as économisé ou t'as pas économisé, ou ça pèse, c'est 1 tonne de CO2. Bref. Moi, je sais pas ce que c'est vraiment 1 tonne de CO2. J'ai du mal à le visualiser. Ça peut être peut-être par des visualisations. Enfin, on va se faire accompagner pour ça. Il y a des spécialistes. Mais je suis pour l'éducation non punitive, effectivement, par l'exemple et par donner envie d'aller plus loin, stimuler et montrer que en fait voyager de manière plus responsable, c'est pas plus difficile. Enfin, on essaye de faire que ce soit pas plus difficile, parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore effectivement un petit peu plus difficile. Mais il faut que ce soit aussi facile. Il faut que ce soit pas forcément plus cher. Et c'est clairement, c'est un des trucs que tout le monde pense, mais c'est pas du tout le cas. Il faut que ce soit, surtout qu'on comprenne qu'il y a un intérêt incroyable, parce qu'en fait, on va se parler de partage, de rencontres humaines, de prendre le temps, d'être en famille ou entre amis, une autre expérience, en fait. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle plus de tourisme, mais surtout de voyage, de voyage surtout. Voilà. Donc, ça prend du temps, mais on voit qu'il y a... En fait, on a tous les outils, pour le coup, technologiques pour le faire. C'est pas forcément la clé, mais en tout cas, je pense, à mon sens, c'est une clé qu'on peut mettre en avant, et en tout cas que les certaines générations de nos clients qui viennent sur le site, je pense qu'ils seront intéressés par ça. Et on va essayer de gamifier cette expérience. Donc gamifier, c'est un anglicisme, c'est rendre quelque chose comme un jeu, et donc encourager à aller plus loin comme un jeu. Et souvent, je pense que tu dois connaître beaucoup d'études mais l'humain a tendance à aller beaucoup plus loin s'il a envie de jouer, concrètement. Est-ce que toi, Margot, tu vois potentiellement des gens que tu as rencontrés en voyage, ou alors des gens qui sont sur le groupe,
des gens qui s'intéressent vraiment à ce côté impact carbone du voyage. Ouais, c'est une. Ouais, il y en a même qui s'amusent tous les ans à calculer leur empreinte en fait, pas que voyage en fait, aussi quotidien, etc. Donc on a ce type de gens. Et je reviens par rapport à ce que disaient mes collègues. Oui, par rapport au fait de pas punir en fait. Tout à l'heure, je disais aussi sur le groupe, on a différentes sensibilités, donc on a des gens, on sait qui prennent l'avion, etc. Donc on les blâme pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour ça. On met en avant justement d'autres expériences en fait, d'autres types de voyages. C'est ce qu'on cherche à faire. On n'est pas vraiment pas dans la punition ou quoi. C'est plus éducatif. En tout cas, montrer d'autres expériences et essayer d'éduquer les gens à d'autres types de voyages. Alors, je pense qu'il faut juste donner envie et que ce soit facile après. Et là, on est encore à l'ère où c'est pas encore tout à fait facile. Mais voilà, une fois que tu as donné envie, il y a le sens. Je pense que là, tout le monde commence à peu près à l'avoir. Il y a le sens. Si on arrive à donner envie et qu'on montre que c'est pas si difficile, voire que c'est aussi facile que quand on fait différemment, enfin moins bien, on va dire, normalement, tu lèves beaucoup de freins. Et à partir de là, il y a aussi l'impact social. C'est ton collègue qui a fait ça et qui a eu une expérience extraordinaire qui va en parler en revenant. Et naturellement aussi, ça peut s'accélérer. Complètement. Et d'ailleurs, à propos de ça, il y a de plus en plus de livres, de guides de voyage qui sont zéro carbone, qui sont sans avion, qui montrent le slow tourisme, la micro-aventure en France notamment, mais en Europe aussi. Et il y a plusieurs actions du coup, qui ont été aussi développées dans les tables rondes précédentes. Je vais pas reparler de ça, mais du coup, c'est plein de solutions qui existent. Je me donne 5 minutes. En fait, j'ai un train à prendre dans la thématique. Je viens de regarder, je peux encore 5 minutes. Ok, ça marche. Après, je vais courir. Alors, justement, par rapport à cette question d'imaginaire, qu'est-ce qu'on pourrait se dire là, à 4, à 5 quel est le plus gros pas qu'on pourrait faire à l'échelle du coup politique et à l'échelle individuelle pour transformer ces imaginaires? Est-ce que simplement le témoignage suffit ou est-ce qu'il faut plus? Moi, je commence. Ah oui. Oui, bon. Ok, merci. Je commence pour une question très difficile. Pour moi, pareil. On parlait tout à l'heure de politique. Alors, il y a effectivement le choix du vote. Il y a le choix. Mais les politiques territoriales changeront à partir du moment où les voyageurs changeront, déjà. Je t'y crois encore une fois beaucoup. On l'a vu avec la bio. Et c'est pas fini. Il y a des dérives, etc. Mais au moins, clairement, les entreprises et les territoires, ils changent. Donc je pense que déjà, si nous, on arrive à faire changer certains voyageurs qui en permettront de faire changer d'autres, ça aura un impact. Ensuite, c'est de prendre le problème de l'autre côté aussi. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est avec, entre guillemets, l'offre. C'est d'accompagner, de faciliter encore une fois la transformation pour ceux qui accueillent du public et leur montrer qu'ils peuvent faire autre chose que louer un quad, qu'ils peuvent avoir des activités ils sont dans un spot incroyable et ils peuvent avoir des activités différentes, etc. Bon. Et puis après, il y a la partie territoire, et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec eux. Pareil, là on est tout petit, on est microscopique pour eux, et on va quand même essayer de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent avoir une visibilité différente, un impact différent. On travaille tout aussi bien avec la Creuse, qui, vous imaginez, un enjeu assez intéressant pour eux, mais à la région Nouvelle-Aquitaine, où naturellement il y a déjà plein de flux. Paris aussi, qui a beaucoup d'ambition, mais bon, il y a quelquefois un petit décalage. Moi, je suis à Bordeaux, il y a la même ambition et un décalage. Bordeaux veut être la capitale mondiale du tourisme écologique, je crois qu'ils l'ont dit comme ça. Il faut dire qu'il y a une très grande... il y a un peu de boulot, quoi. Voilà. Ça se fera petit à petit, mais je pense, encore une fois, par l'exemple et par facilité à tout niveau. Donc, si on est tous convaincus, là, on parle à des publics différents, ou pas tant que ça, en fait, finalement, mais on parle quand même à des publics différents. Si on amène tous cette prise de conscience et qu'on arrive à faciliter un petit peu la démarche, normalement, ça
Ça devrait basculer. La question, c'est combien de temps il faudra pour que ça bascule? Combien de temps est-ce qu'il faudra 35 ans ou est-ce qu'on se dit que d'ici 8 ans, il faut qu'on ait basculé? Enfin, pour moi, la cible, c'est 2030. On peut, sur notre petit niveau, je ne peux pas imaginer un hôtel qui ne soit pas dans une démarche éco-responsable réelle, pas un truc genre on a enlevé les flacons et les bidules, et on trie la poubelle jaune, mais qui soit vraiment dans une prise de conscience de son impact. En 2030, j'espère que ça n'existera plus. Voilà. Je suis désolé, je vous quitte un petit peu avant. Si je rate Merci le train, beaucoup. je reviendrai. Oui. Et moi, par rapport justement à cette question, mais je trouve que l'État a quand même un rôle à jouer dans le sens où ils peuvent récompenser les entreprises qui justement accompagnent les touristes pour réserver des voyages un peu plus doux. Et contrairement pour tout ce qui est côté client, je trouve que le punitif n'est pas l'idéal, mais aussi les entreprises qui, eux, ne sont pas dans ce genre de démarche, les gros du secteur historique, qui pourraient justement, eux, avoir un impact beaucoup plus important, les faire que ils payent plus cher aussi tout ce qui est impôts, taxes, pour tout ce qui, s'ils mettent pas de démarche en place, et récompenser d'un côté les entreprises qui mettent en place ce genre de démarche, qui accompagnent les clients au maximum pour réserver des voyages bas carbone. Même si je pense que c'est utopique un petit peu. Oui, en fait, pour moi, il y a des deux. Il y a démarche individuelle et aussi volonté politique. Je rejoins ce que tu disais. Par rapport à la volonté politique, par exemple, on parle beaucoup de la taxe du kérosène, quoi. Enfin, on en est toujours là. Si c'était taxé, on pourrait, on n'aurait peut-être pas des billets d'avion à 20 € pour aller passer son week-end à Bratislava ou bref. Du coup, voilà, il y a vraiment un enjeu politique. Et puis il y a aussi les actions individuelles. Moi, je crois à l'offre et la demande. Et du coup, voilà, c'est à nous aussi de s'intéresser aux alternatives pour justement les remettre. On voit par exemple les trains de nuit, je pense que c'est parce qu'il y a une réelle demande et du coup c'est revenu sur le tapis. Oui, je rejoins mes collègues, et notamment sur l'histoire du kérosène. Enfin, on a parlé de l'avion, mais bon, les croisières, c'est juste incroyable, par exemple. C'est un enjeu énorme, et là, il n'y a pas de volonté politique, c'est clair. Enfin, à un moment donné, effectivement, il y a une réflexion à avoir sur la demande, mais on peut aussi considérer, en tant qu'anthropologue, le tourisme, c'est une pratique culturelle, au sens où ça existe dans un certain moment historique, dans un certain endroit, etc. Et donc, politique culturelle au sens d'une politique. Il y a eu des politiques sociales du tourisme, malheureusement elles ont disparu. Il n'y a jamais eu de politique culturelle ou de politique écologique des vacances, en fait. Et donc il pourrait y avoir des réflexions des politiques publiques sur c'est quoi le départ en vacances, quels sont les enjeux, le départ ou l'accueil des vacances, quels sont ces enjeux écologiques, culturels, sociaux, etc. Donc je pense qu'il y a les deux bouts à tenir. Il y a le travail que vous faites finalement qui est de faire adhérer, en fait, de changer les pratiques culturelles des vacances. Sachant qu'il faut quand même savoir que concrètement, c'est ceux qui en parlent le moins qui ont les démarches les plus écologiques, parce que concrètement, quand vous partez depuis 30 ans dans le même camping, peut-être en voiture, mais à 2 heures de voiture de chez vous, en fait, vous êtes beaucoup plus... votre impact écologique est bien moindre que quand vous tenez un discours écologique et que vous allez prendre l'avion 5 fois pour faire le même discours écologique. Enfin, vous voyez, voilà, il y a un moment donné, il y a aussi la question de l'objectif n'est pas forcément la conversion des catégories sociales populaires qui ont des pratiques de vacances. Pour 80% des Français partent en vacances en France, il faut quand même se rappeler, mais plutôt une reconnaissance en fait de leurs pratiques. Et c'est ça un peu ce qui s'est passé à l'été 2020. C'est-à-dire tout d'un coup, les politiques publiques françaises ou européennes, chacun dans son pays, ont découvert qu'il y avait des gens qui partaient en vacances, qui prenaient pas l'avion, qui pour plus de la moitié partaient dans l'hébergement non marchand,
champ, qui était totalement invisible, en tout cas qui était totalement invisible dans les indicateurs et donc dans les imaginaires, parce que les imaginaires, c'est des représentations collectives qui sont produits aussi politiquement, économiquement, et, par la littérature, par l'imagerie. On se dit voyage égale tourisme égale avion, etc. Et donc tout d'un coup, il y a eu cette prise de conscience-là, et ça, c'est... en fait, il faut le tenir, c'est-à-dire parce que, évidemment, sinon, c'est un retour à business as usual. Voilà. Donc là, il y a un enjeu politique, mais il y a aussi le travail que vous faites au quotidien, de faire qu'il y a aussi cette... pour ceux qui avaient l'habitude de voyager, hein, parce que le Flexcam, tout ça, les peuples du Nord sont ceux qui voyagent le plus en Europe. Donc on peut dire la honte de prendre l'avion, tout ça, mais concrètement... après, on peut le comprendre. Je ne suis pas du tout dans un discours de culpabilisation. Mais il y a aussi ça. La résistance des vacances et la résistance des classes populaires qui partent en vacances pas loin de chez eux, à qui on assène un discours écologique, mais qui, en fait, en termes d'impact carbone sur leurs vacances, n'a rien à voir avec les EasyJetters, mais aussi les gens qui vont faire du tourisme écologique à l'autre bout du monde, quoi. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Oui, absolument. C'est pour ça, les imaginaires, c'est les imageries, et donc cette répétition à permanence sur tous les ans. Il y a tous les médias qui sortent cette année 1 milliard de touristes, cette année 1,2 milliard de touristes, et puis tous les ans en fait, et en plus c'est les marronniers, c'est-à-dire moi ça fait 20 ans que je travaille sur le tourisme, et jusqu'à l'été 2020, c'est toujours les mêmes questions, parce que tourisme égale vacances lointaines. Et donc la question du retour à une réflexion sur c'est quoi le voyage, donc le rapport à la proximité, le rapport au dépaysement, et on peut être dépaysé à côté de chez soi, il y a plein de choses qui se passent au coin de la rue, en fait c'est aussi une production médiatique. Merci. Du coup, on va peut-être pouvoir passer aux questions pour Papa. Oui, je vais prendre. Allez-y. Je vais... Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette table ronde. Je me présente, je m'appelle Vincent Doumaïrou, j'ai écrit un livre qui s'appelle La fracture ferroviaire, qui est pas central sur les pratiques touristiques, mais sur le train et l'avion, justement. Et j'étais avec vous, à votre place à Toulouse, puisque j'ai parlé précisément du tourisme, justement, les pratiques touristiques, des voyages, pourquoi faire. Alors, je ne vais pas refaire mon speech, mais qui a duré que 10 minutes déjà. Simplement, je voudrais juste préciser que l'OMT, précisément, dont Madame a parlé, dont j'avais lu l'entretien Alternative économique l'an dernier, alors quand elle dit 1,5 milliard de touristes, en fait, les touristes, c'est tous les motifs confondus, c'est-à-dire avec les business, voyages d'affaires, ce qu'on appelle les marchés ethniques, c'est-à-dire les immigrés qui rentrent au pays, etc. La personne qui va dans sa résidence secondaire, l'étudiant Erasmus. D'ailleurs, la mobilité étudiante internationale, on veut capter les Chinois et les Indiens. Donc, il y a un peu le même discours entre la mobilité étudiante et le tourisme. On veut capter les étudiants de l'autre bout du monde. Et ensuite, qu'avant 2019, de plus en plus d'arrivées internationales se faisaient en avion, puisqu'il y avait 1% de plus d'arrivées internationales en avion au cours des 15 dernières années. Évidemment, on ne voyage pas pareil, on ne visite pas pareil. La manière d'arriver dans un endroit n'est pas la même selon qu'on arrive en avion ou en autocar après 20 heures de voyage. Et d'une manière générale, plus le trajet d'approche est court, plus le séjour tendra à être court et donc à se concentrer sur les points les plus courus, le Pont-Charles, la Prague, etc. Et donc contribuer au surtourisme. Alors comme solution, ce que je voudrais simplement dire en 2 mots, ce qui me paraît très important et ce que je fais moi-même depuis 20 ans, parce que j'ai jamais pris l'avion plus par conviction claustrophobe, plus que par militante, parce que j'aime pas les espaces confinés, mais c'est d'aller dans les pays voisins, parce que on connaît très mal en fait les pays voisins, les pays d'Europe voisins. Notamment, il y a des indicateurs par exemple, de la Commission européenne qui montrent les Européens connaissent de moins en moins les langues des autres, mis à part l'anglais un peu l'anglais d'aéroport justement. Et par exemple, même la Belgique, par exemple, alors il y a quelque chose qui m'énerve et je terminerai là, c'est les Français qui disent je connais la Belgique, j'ai visité Bruxelles et Bruges.
Alors, ça a tendance à m'agacer parce que, évidemment, Bruxelles et Bruges, ce sont les 2 lieux les plus courus, mais il y a plein d'autres endroits en Belgique. Et en fait, on connaît très mal. Il y a le Luxembourg belge pour le tourisme vert, et on connaît très mal, en fait, la Belgique, qui pourtant est un pays francophone, enfin, au moins pour la moitié. Donc, mon message, c'était un peu de voyager en train dans les pays voisins, sans compter que les systèmes ferroviaires sont encore très, très indépendants dans chaque pays. Et les trains ne sont pas du tout organisés pareil. Et rien que ça, c'est un motif de découverte. Voilà, merci. Oui, je suis désolée, il y avait une question qui était là-bas, qui avait été... mince. Il y avait quelqu'un derrière aussi qui avait demandé des questions. Bonjour. Vous venez de parler de dépaysement et je voulais poser une question là-dessus, donc le lien est très bien fait. Justement, on associe très souvent tourisme et dépaysement, et puis ne serait-ce qu'autour de moi, de nous, j'ai énormément de gens qui sont sensibles à ces questions écologiques, pardon. Mais qui tout de même, lorsqu'on a un nombre de jours comptés dans l'année de congés à poser ou des choses comme ça, ils ont tout de même envie de partir loin. Comment est-ce que justement on peut... Enfin, quelles sont les manières d'opérer un changement de pensée, peut-être d'un point de vue politique ou même juste social, pour que les gens peut-être associent moins cette notion de dépaysement et de tourisme? Alors, il y a 2 choses. Dépaysement, dépayser. Donc déjà, c'est de réinvestir le voyage en lui-même comme dépaysement. Donc ça peut être, vous pouvez être dépaysé en faisant juste le voyage. Hein. On le sait pour, je sais pas, le transsibérien, etc. Donc le rapport au dépaysement, c'est pas forcément je passe d'une enclave à une autre enclave. Et donc le dépaysement, il y a une idée de processus en fait. On se dépayse. Alors ce qu'on fait avec le tourisme, c'est on est dans un endroit et on arrive dans un autre endroit. Ça c'est la première chose. Et en plus, par ailleurs, on peut tout à fait se dépayser chez soi. Je vais prendre juste un tout petit exemple des retours qu'on a eu sur un programme qui est un programme européen qui s'appelle Migrant Tour. Donc c'est un programme collaboratif sur l'histoire du patrimoine des migrations. On organise ça depuis une dizaine d'années avec des anciens étudiants et des personnes qui sont en situation de migration. Et donc ils font des visites dans toute l'Île-de-France sur des histoires de migration. Donc il y a le Petit Mali à Châteaurouge, l'exil chilien à Fontenay, enfin voilà. Et en fait donc il y a des collectifs, mais c'est aussi des balades qui sont à vendre sur Explore Paris. Hein. Et en fait le retour en fait des gens qui font ces visites, c'est toujours la même chose, c'est le dépaysement. Donc ces gens ils vont faire 3 stations de métro. En fait, et ils vont aller rencontrer complètement une autre culture, une autre nourriture, une autre façon de penser, un autre rapport au monde, etc. Alors c'est le temps d'une après-midi ou le temps d'une journée, ça dépend des propositions. Mais en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est la façon dont c'était perçu par des gens qui en fait n'avaient jamais fait ce chemin-là, en fait, qui était de rencontrer des gens et de discuter de leur perception du monde à 3 stations de métro ou 10 stations de RER. Donc voilà, j'aurais cette... Et je vais peut-être ajouter aussi sur la question du temps par rapport à la perception et par rapport au temps de travail. Il y a aussi, on est habitué à un fonctionnement de 35 heures, etc., qui est très très rythmé. Et finalement, on n'a pas le temps de penser à soi et de de prendre du temps pour réfléchir, du temps pour s'évader. Et du coup, ça aussi, c'est peut-être revoir aussi notre rapport au temps de travail, plus que simplement se dire il faut absolument que je voyage dans un temps imparti. C'est peut-être notre rapport au temps de travail qui peut aussi être pensé. Et là aussi, ça peut engager d'autres politiques publiques, mais c'est intéressant rien que de le penser sur notre échelle. Est-ce que vous voulez Oui. Ouais, moi, je voulais juste rajouter aussi un point important, c'est la destination, parce que en fait, les gens, par exemple, cet été, je suis salariée, j'ai posé 2 semaines de vacances début août, et j'ai fait un road trip dans les Balkans, donc en bus, en train, bus de nuit, beaucoup de bus de nuit. Je me suis épuisée, mais du coup, j'avais pas une destination précise. Alors, quand mes collègues me posaient la question, où t'as été ? J'ai voyagé un peu partout dans les Balkans. Je peux pas dire une destination précise parce que finalement j'ai fait un road trip et j'ai visité plein de lieux différents, et
Je suis restée parfois 2-3 jours, parfois juste quelques heures. Mais c'est pas grave, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça. Et c'est vrai que ça paraissait inconcevable pour mes collègues. J'avais une collègue qui est partie aussi 2 semaines et elle, c'était la Sardaigne en avion. Donc voilà, elle a fait le tour de la Sardaigne. Elle avait sa destination précise, voilà. Et je pense qu'il faut revoir en fait ce côté destination aussi. Si on n'a que 2 semaines de vacances, et on va peut-être pas penser au Ho Chi Minh pour ces 2 semaines, quoi. Faut imaginer autre chose, quoi. Faire le voyage. Complètement. Oui, alors je viens de Marseille et j'avais 2 questions. En fait, avec le Covid et avec justement la crise sanitaire, on a vu arriver énormément de touristes à Marseille sur l'été 2020 et même encore cet été. Et il y a eu une surfréquentation très très claire, donc c'était assez impressionnant à voir. Et en fait, en particulier les calanques ont été surfréquentés. Et donc il y a eu une décision du Parc national des Calanques de procéder à un démarketing. Et donc je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on va plutôt essayer de montrer des images, au lieu de montrer des images paradisiaques de plages complètement vides, on va montrer la réalité, donc de plages qui sont plutôt remplies, pour essayer de faire en sorte de casser cette image paradisiaque et de donner moins envie aux gens de venir. Donc je voulais savoir si cette stratégie-là de démarketing marchait ou pas. Et ma deuxième question, c'est plus lié à l'extension de l'aéroport Marseille-Provence. En fait, quand on a consulté, on a dépioté un peu les résultats de l'enquête publique. Donc les institutions ou personnes qui avaient participé à l'enquête publique, on s'est aperçu qu'un certain nombre d'institutions culturelles, et notamment le MUSEM ou le Festival de piano de la Roque-d'Otteron, par exemple, pour pas les citer, avaient déposé des réponses favorables à l'enquête publique. Donc soutenaient l'extension de l'aéroport Marseille-Provence, ce que je trouve personnellement assez scandaleux en fait, parce que il y a sûrement tout un tas de jeux de pouvoir et d'influence, mais concrètement je trouve ça très très déplacé dans l'urgence climatique dans laquelle on se trouve. Et donc je me demandais comment faire en sorte que ce genre de collusion ne se reproduise plus en fait, et que des acteurs culturels de premier plan comme ça ne puissent plus avoir ce genre de positionnement. Voilà. Alors juste sur le démarketing, je vous conseille le spot de la région Bruges. Ça, je ne mets pas en concurrence les Français, mais alors c'est vraiment extraordinaire le travail qu'ils ont fait justement, qui est en fait pour faire réfléchir à la fois les touristes et les habitants de la région sur la surfréquentation. C'est vraiment un travail, voilà. Après, ça pose question, parce que vous avez des services marketing qui sont payés pour faire du démarketing. On se dit peut-être qu'on pourrait repenser l'usage des budgets communication. Enfin, voilà, ça c'est un autre débat. Et après, pour la deuxième question, c'est une question politique de pression, peut-être, que les gens qui viennent au MUSEM fassent savoir au MUSEM qu'ils ne sont pas contents de cette chose-là. Mais bon, ça c'est... Oui, puis il y a une question aussi quand on parle de surfréquentation. C'est qu'aujourd'hui, se rendre à Marseille, c'est très facile. On prend le train, le TGV, l'offre est facile à trouver. Pareil, aujourd'hui, pour réserver un avion, ça n'a jamais été aussi simple. Alors que réserver un train et même réserver les bus locaux qui vont desservir des destinations touristiques un peu plus isolées et plus difficiles d'accès, aujourd'hui, c'est impossible ou quasiment impossible de réserver ces billets-là en ligne quand on prépare son voyage. Donc il y a un vrai problème aussi. C'est très facile d'aller à Prague, on parlait de Prague ou de Bruxelles, en avion. Et c'est beaucoup plus dur d'y aller en train, de réserver son billet. Parce que c'est plus cher parfois aussi. Et c'est beaucoup plus dur de trouver le billet. En fait, il y a l'offre crée la demande aussi quelque part. Donc il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Nous, on essaye de justement intégrer de plus en plus des réseaux de transport locaux aussi, pour mettre en avant des destinations sur lesquelles on ne pouvait pas communiquer avant. Aussi parce que tout simplement on ne peut pas les desservir, parce qu'on n'a pas, le train s'arrête à 20 km de chez eux, et après c'est un bus qui prend le relais. Et personne ne sait quand passe le bus, comment réserver un billet. C'est assez... étonnant des fois aussi de voir des destinations qui ne savent même pas comment elles peuvent être desservies hors la voiture. Et il y a aussi la question de la sensibilisation des collectivités, des sites culturels, de tout, en fait, de tout le monde. C'est comment intégrer des espaces de sensibilisation à l'urgence climatique auprès des élus, auprès des espaces culturels et autres, pour comprendre, parce qu'il y en a qui ne savent pas.
qui sont vraiment soit dans le déni ou dans d'autres choses, mais qui ont pas forcément tous les éléments en tête pour pouvoir se dire, en fait, effectivement, il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'on arrête de prendre l'avion. Enfin, ça sert à rien de soutenir un projet d'aéroport aujourd'hui. On va prendre les 3 dernières questions, juste, parce qu'on s'arrête à 18h. J'avais une question qui rebondit aussi un petit peu sur ce que tu viens de dire, Nicolas. La question, et je trouve que c'est un tout petit peu, on n'a pas évoqué ce point-là aujourd'hui, mais prendre l'avion, c'est aussi un combat de classe. Et du coup, c'est pas qu'une question d'être militant, c'est pas qu'une question de quelle est l'offre, quelle est la demande, c'est une question que les jeunes cadres, ils ont envie de prendre l'avion, ils ont envie des destinations, parce qu'ils ont un tableau de chasse à remplir. Et du coup, même au niveau sociologique, comment est-ce qu'on affronte finalement ce besoin des jeunes, qui est un fort besoin finalement, on est beaucoup de jeunes cadres qui vivent à Paris, dans les grandes villes, et qui ont envie de partir pour faire des destinations. Comment est-ce qu'on contre ça? C'est ça un combat dans les imaginaires, hein. C'est Gramsci. Voilà, c'est à partir du moment, le tourisme, le voyage, c'est une logique distinctive qui est mimétique, qui s'est construite avec l'histoire de l'aristocratie, puis de la grande bourgeoisie, puis de la bourgeoisie. On vend l'idée que ce qui est distinctif, c'est de partir loin. C'est pas les classes populaires qui polluent en prenant l'avion, hein. Même EasyJet, on sait très bien qui. C'est plutôt les mêmes personnes qui prennent l'avion plusieurs fois. Donc, en fait, c'est de changer la distinction. C'est que ce qui soit distinctif, ça ne soit pas d'avoir fait le Vietnam, fait le Sénégal, etc. Mais c'est d'être justement, d'avoir à son tableau de chasse, de ne pas avoir pris l'avion depuis un certain nombre d'années, par exemple. Je ne sais pas. Hein. Moi, je suis sociologue, je suis pas. Mais voilà, c'est un combat qui est effectivement. Il y a cette logique mimétique dans les classes supérieures, comme partout, et donc en fait, c'est de leur. Mais c'est ce que vous avez parlé quand vous avez parlé de gamification, c'est-à-dire en gros que ça devienne distinctif, l'inverse en fait de ce qui est aujourd'hui. Bonsoir. Je vais faire un petit récit suivi d'une question. Ma femme et moi aimons beaucoup prendre la voiture, le car, le train ou l'avion si nécessaire, arriver quelque part et à partir de là, voyager, chercher, visiter partout, chercher à connaître, à voir, etc. On a par exemple fait récemment, en août, on est allé, on ne connaissait pas le Nord Pas-de-Calais. On a pris la voiture. En regardant d'abord sur Internet la position, on a pris comme base Béthune. Et puis de là, on a fait tout le nord Pas-de-Calais. On est allé à Calais, mais aussi dans toutes les villes redondantes, même une mine. On a visité une mine, etc. On est allé à la découverte. Alors maintenant, la question est, dans les solutions et perspectives que vous pourriez envisager, quelle serait ou pourrait être la place du voyage sur mesure ou à la carte? Alors ouais, peut-être c'est plus aussi, nous, comme on a un statut d'agence de voyage en ligne, c'est aussi dans notre rôle, on travaille, on essaie de développer des partenariats aussi avec des tour opérateurs, agences de voyage en ligne aussi qui veulent proposer, eux, de l'hébergement, plus du transport, plus d'activités, packagées, des offres complètes. C'est d'avoir les possibilités aussi de proposer toutes ces activités. Stéphane aurait pu en parler peut-être beaucoup mieux que moi, parce qu'eux aussi, c'est ce qu'ils veulent faire aussi sur leur plateforme, c'est de proposer des activités autour de l'hébergement et d'avoir la réservation directement sur leur site. C'est-à-dire que je sais que quand je prépare mon voyage, je réserve mon hébergement, en plus ils me proposent des activités et ils me proposent le transport pour venir directement. Donc ça, c'est aujourd'hui sur l'aérien, ça se fait. Des packages vol plus hôtel, il y en a partout sur les ventes privées, showroom privé voyage, etc. Et il n'y en a pas sur le transport terrestre. Il n'y a pas de package train plus hôtel aujourd'hui et plus activité. Ça commence à exister. Ça commence à exister et tout. Il y a notamment Globe Éthique qui fait du coup des voyages en Europe en train. Et du coup, c'est le package qui est compris, donc ça, c'est plutôt chouette. Par exemple, il y a Double Sens qui faisait du voyage à l'international. Aujourd'hui, notamment par rapport à ce qui s'est passé et parce que c'était une réflexion depuis quelques années, repense à faire du voyage en France. Et du coup, là, c'est aussi du package. Du coup, il y a de plus en plus de structures qui existent et qui commencent à faire ça.
parce qu'on voit qu'il y a une demande. Là, sur le site de Résistance Climatique, nous, on a fait toute une partie qui s'appelle Voyage bas carbone. Et du coup, il y a des listes de gens, de prestataires, de structures qui peuvent proposer du voyage à pied, à vélo, à dos d'âne, à la voile même. Du coup, ça commence à exister. Et j'ajouterais, il y a une plateforme qui s'appelle Les Oiseaux de Passage, où là, c'est basé sur les questions d'hospitalité. Donc, c'est moins la voyage, mais comment on est accueilli, par qui. Et donc c'est surtout en France, mais c'est aussi en Europe. Et donc, c'est pas avec le voyage, je ne crois pas qu'il y a le transport aussi, mais c'est vraiment, vous allez dans un espace. Alors, c'est une plateforme de désintermédiation. Donc, leur logique, ça n'est pas de vous créer du tout fait, c'est de vous dire, voilà ce que vous pouvez faire. Et voilà, en termes d'hospitalité, des gens qui ont envie de vous accueillir et vous proposer des choses. Voilà. On prend une dernière question. Bonjour. J'aurais une question. Tout à l'heure, vous nous avez donné une définition du tourisme durable. Et je me demande si vous auriez une définition du tourisme de manière générale, de ce que c'est que le tourisme, de ce que c'est finalement que les vacances. J'ai entendu souvent que vous changiez le terme tourisme pour voyage, et je pressentais qu'il y avait une différence pour vous entre ces deux termes. Et est-ce que finalement le concept de tourisme durable a vraiment un sens? Est-ce que le tourisme peut être durable? Est-ce que le tourisme n'est pas quelque chose de réservé, j'ai envie de dire ça symboliquement, aux personnes qui utilisent plus d'une planète par personne finalement? Est-ce que le tourisme, est-ce que les vacances, vaquer à quoi en fait? Sortir, pourquoi partir en vacances? Est-ce que finalement le tourisme, est-ce que le tourisme pourrait pas être, c'est pas quelque chose qui tend à être abandonné, et est-ce qu'on pourrait pas se diriger plus vers un choix fort où on se dirait qu'on passe d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie nomade temporairement, peut-être se dire je décide d'être nomade pendant 15 jours, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pendant 3 mois. Je vous arrête tout de suite, c'est pas ça le nomadisme. Le nomadisme, c'est des pendulaires. La définition nomade, c'est que c'est des saisons. On n'est pas nomade pendant 3 semaines en fait. On est nomade parce qu'on est 6 mois dans un endroit, 3 mois dans un autre, et puis on tourne comme ça. Le principe de nomadisme, c'est circulaire. Ouais. Vous êtes nomade si vous travaillez 6 mois de l'année dans un endroit et 6 mois dans un autre, par exemple. Parce que vous êtes, je sais pas, vous faites la saison des champignons à tel endroit, et puis il y a beaucoup de saisonniers, par exemple, ou de travailleurs du nucléaire qui sont des nomades. Attention au caractère enchanté. Enfin, le nomadisme, c'est vraiment une circularité, quoi. Le tourisme, c'est la mise en marché du voyage. Donc c'est un enjeu capitaliste au sens de faire de l'argent avec le voyage, en vendant du voyage, en accueillant des voyageurs. Donc c'est ça, depuis le départ, le tourisme. C'est la mise en marché du voyage, et du voyage de loisirs, qui est une toute petite partie du voyage de gens qui ont les moyens. Donc ce que Veblen appelait en 1899 la classe de loisirs, c'est-à-dire ceux qui ont du temps à dépenser. Voilà. Donc là, effectivement, le tourisme durable, en ce sens, c'est un oxymore, puisque c'est un système qui sert à vendre du déplacement. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je distingue tourisme, vacances, etc. Parce que l'industrie du tourisme considère que les vacances sont un élément du tourisme qui c'est en gros plus de 4 jours. Puisque le touriste est défini par l'Organisation mondiale du tourisme comme quelqu'un qui passe, touriste international, plus d'une nuit et moins d'1 an dans un pays. Donc vous voyez, c'est assez flou. Donc en fait, ça nous dit absolument rien. C'est en termes d'arrivée internationale, donc quels que soient vos motifs, ça a été dit. Donc en bref, ça n'a aucun intérêt à part compter des nuitées et des déplacements. C'est pas du tout ce que vous faites. C'est combien vous payez de nuitées dans un hôtel, et donc combien de jours, et combien de kilomètres vous avez fait avec l'industrie aérienne. Et donc là-dedans, les vacances sont un moment, en fait, une sous-catégorie du tourisme pour l'industrie touristique. Si on renverse les choses et qu'on définit le tourisme du point de vue des pratiques,
On a du temps libre dans les sociétés occidentales salariées, c'est-à-dire il y a des temps travaillés et des temps libres, ce qui n'est pas le cas partout, hein. Donc avec des congés payés, ce qui est vraiment encore moins le cas partout. Dans ces congés payés ou dans ces temps, vous avez du temps libre, du RTT, de ce que vous voulez. Vous avez des vacances et dans ces vacances-là, il y a un petit nombre de gens qui vont partir. Donc le tourisme, et qui va consommer de l'industrie. Donc en fait, le tourisme, c'est un tout petit bout de choses, mais qui a des effets écologiques, sociaux, distinctifs, qui sont énormes. Peut-être que simplement, il faut remettre le tourisme à sa juste place, au sens où c'est une mise en marché d'un petit fragment de notre temps disponible. Cette mise en marché, elle pourrait se passer autrement, voilà, que la façon dont elle se passe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'opérateurs privés. Mais c'est simplement de le remettre à sa juste place, c'est-à-dire au lieu d'en faire l'alpha et l'oméga de notre rapport au monde, c'est simplement une petite manière qui passe par les opérateurs privés capitalistiques, qui consiste à acheter en fait le droit d'accès à de l'hébergement, à du transport. Mais encore une fois, ça représente une extrême minorité des humains. 200 millions de personnes par an, par rapport au nombre d'humains qu'on est sur la Terre, en fait, c'est... Voilà, donc il faut relativiser ça. Et si on le réduit à ce qu'il est véritablement, on peut penser aussi autrement le rapport au temps libre, le rapport au monde, le rapport... voilà, je pense qu'il faut le remettre à sa juste valeur et en combattre les effets négatifs, mais ça, c'est plutôt le rôle politique et militant. Pardon, j'ai été beaucoup trop longue. Non, pas du tout, ça va. Donc, je crois qu'on va pouvoir... Merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir terminer la table ronde. Et du coup, juste là, on a vu... ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'il y a vraiment un enjeu, notamment au niveau des politiques, à s'approprier vraiment le sujet pour prendre des décisions qui soient en cohérence avec l'urgence climatique actuelle. Donc évidemment, ce n'est pas forcément du ressort du citoyen, même si on a un vrai pouvoir d'influence. Et c'est nous aussi de porter ces idées et ces solutions en parlant autour de nous, que ce soit aux politiques, mais aussi autour de nous en tant que lorsqu'on voyage zéro carbone. C'est aussi de témoigner de ces voyages-là, en parler à nos amis, à nos familles, en disant que c'est possible, que ça se fait et qu'on n'est pas et que c'est chouette en fait, qu'on peut kiffer nos voyages même en étant à côté de chez nous et sans polluer. Ça a quand même un côté fun. Et du coup derrière, là je pense que on va juste terminer là-dessus, il me semble. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors Romain Dupad et moi-même allons faire juste un petit mot de fin très bref. Ensuite, on pourra passer au cocktail si vous souhaitez échanger avec les intervenantes de la journée et de la table ronde juste ici. Donc déjà, on tient à vous remercier tous et toutes chaleureusement pour votre participation ce week-end. On remercie également nos intervenantes qui sont parfois venus de l'autre bout de la France pour venir un peu vous exposer leur vision. On remercie évidemment nos partenaires, sans lesquels ces assises n'auraient pas pu avoir lieu. Et puis l'équipe organisatrice qui a travaillé pendant tous ces longs mois. Juste un petit mot sur ces assises. Donc, elles ont commencé le 17 septembre dernier. Là, on clôture donc le 10e jour. On est vraiment très très satisfait parce qu'on a l'impression d'avoir rempli notre objectif, qui était de fédérer et donner la parole à un écosystème de citoyens et d'organisations qui sont à la fois engagés dans la réduction des émissions du secteur aérien, mais aussi la promotion d'alternatives au voyage, pour montrer que c'est pas parce que par exemple, on prend moins l'avion qu'il n'existe pas des alternatives un peu sympas pour continuer à voyager. Pour les suites, donc nous avons capté l'ensemble des tables rondes du week-end. Donc j'ai oublié, mais un grand merci aussi à la technique pour tout leur travail. Donc nous allons mettre toutes les tables rondes en ligne sur une plateforme, sur YouTube.
Donc voilà, vous pourrez les retrouver en ligne, on vous les diffusera. Nous, côté notre choix, donc notre objectif, c'est de continuer à donner de la visibilité sur les actions des personnes qui portent de super initiatives, voilà, comme je disais, sur la réduction des émissions du secteur ou la promotion des alternatives. Je vais laisser la parole maintenant à Romain du collectif Pensons l'aéronautique pour demain sur leurs prochaines actions et puis sur autre chose. Merci beaucoup Héloïse, on peut l'applaudir. Donc du côté du PAD, on a aussi des suites, mais le collectif PAD fonctionne justement avec un agrégat de collectifs et il va falloir qu'on se concerte tous ensemble pour savoir ce qu'on fait. Et on aimerait aussi que vous nous rejoigniez si vous pouvez, d'accord, puisqu'on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, dans n'importe quel domaine dans lequel vous travaillez ou qui que vous soyez, on a besoin de vous pour avancer. Donc donnez-nous aussi vos retours sur les assises de l'aviation. Je sais qu'il y en a certains qui étaient là à Toulouse, d'autres qui étaient là à Paris. Donnez-nous ce que vous avez ressenti, d'accord, ça va être très important pour nous pour la suite. Voilà. Et merci beaucoup pour vos interventions, vous étiez très, très actifs, c'est très appréciable. Merci beaucoup. Je reprends une dernière fois la parole et après je vous laisse tranquille. On va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction si vous voulez nous faire vos retours, notamment sur des tables rondes, des activités que vous souhaiteriez voir apparaître pour les éventuelles prochaines fois. Donc on a organisé un cocktail qui a lieu ici. Certaines personnes ont payé leur ticket cocktail, donc vous avez accès à la nourriture et aux boissons, donc vin, bière, grenadine, sirop de pêche, en tout genre, directement au bar. Si vous souhaitez acheter un ticket, c'est encore possible. Et sinon, vous pouvez prendre des boissons à l'unité. C'est 2 € par verre de vin ou de bière. C'est de la très bonne bière. Voilà, je tiens à le dire, juste c'est ce qui vient de l'Oktoberfest. Enfin bref. Du coup, voilà, merci encore et, pardon, et bon cocktail.